On va pouvoir commencer. Déjà, merci à vous d'être venus si nombreux. Donc, ce soir, c'est toujours dans notre continuité de cycle de conférences avec les archives municipales de Lyon. Donc, conférence qui est menée par Tristan Buteau-Desmonts de l'université Gustave Eiffel, donc sur les perspectives du RER métropolitain. Donc c'est une conférence qui est aussi en partenariat avec l'association Rail et Histoire, à laquelle est rattaché Tristan, puis les différentes personnes présentes ici pour certaines. Donc Rail Histoire, pour mémoire, c'est une société savante, si l'on voudrait. Donc c'est une association qui s'intéresse à tous les aspects des domaines ferroviaires et qui est plutôt orientée, du coup, association organisatrice de colloques, de conférences, qui fait des encadrements de mémoire, de thèses, donc vraiment une société savante, avec aussi un prisme sauvegarde d'installation fixe, puisqu'il y avait aussi, il y a quelque temps, une conférence sur le post-aiguillage de Lyon-Perrache, mais je ne peux pas m'empêcher de revenir là-dessus, j'en suis désolé. Voilà. Voilà, donc c'est tout. Je vous souhaite une très bonne conférence. C'est à peu près 45 minutes, je crois. Et puis il y aura par la suite, comme toujours, un cycle de questions-échanges. Donc on pourra discuter à ce moment-là sans problème. Là, je rends le micro à Tristan. Merci. Donc moi c'est Tristan Buteau-Desmonts, je suis consultant mobilité, je suis plus urbaniste de formation et je donc travaille chez Aegis en tant que consultant mobilité et je suis à l'université Gustave Eiffel au Pont et Chaussée où je fais mon doctorat sur les RER métropolitains, d'où le fait que je me suis intéressé au cas lyonnais que je vous partage donc ce soir. Donc avant de commencer mon doctorat, j'ai eu quelques constats initiaux, questionnements initiaux. Donc déjà, c'est qu'on a des projets qui existent en France sans qu'on ait forcément de réseau qui existe déjà, mis à part Paris, bien sûr. Donc je parle de la province. On a le CEVA qui existe sur Annemasse, mais qui je considère avant tout comme étant un projet suisse et avec du financement suisse. Donc on a des projets qui existent, mais qui sont en général d'ailleurs portés par les métropoles, mais on n'a pas de réseau strictement RER comme on pourrait le définir au sens, dans quel sens qu'on pourra discuter à la fin. Donc c'est des projets qui sont en général portés par les métropoles et non par les régions, alors que ça fait 20 ans qu'on a une régionalisation en France. C'est une norme qui est en général assez germanique, qui vient en général du SBAN allemand, avec une intégration assez forte des réseaux urbains et ferroviaires. Mais ils sont aussi présents en Espagne et en Italie. C'est un peu ma base de thèse, c'est pour un constat un peu pour dire que c'est pas parce qu'on est un pays latin que ça ne fonctionne pas. C'est des choses qui sont aussi possibles dans les pays du sud de l'Europe et ailleurs d'ailleurs. Et j'ai un autre constat, c'est que c'est des projets qui ont le vent en poupe un peu partout en Europe. Donc on a Bruxelles qui l'a fait en 2020, on a Crossrail à Londres en 2022, et on a également Toronto qui a un gros projet, Montréal un peu différent mais quand même. Donc on a un intérêt assez grand pour ces réseaux. Et mon questionnement initial, c'est vraiment qu'est-ce qui fait que ces services ont autant de mal à exister en France alors qu'ils existent un peu partout. Alors ça, c'est une carte de l'association RER Métropolitain, Objectif RER Métropolitain, dont je suis membre. Alors c'est pas une carte définitive, et d'ailleurs ça a été assez sujet à débat au sein même de l'association. Moi par exemple j'étais pour mettre Bruxelles, ça a été refusé, mais c'est pas encore fini, hein. Il y en a eu une autre version entre temps, et la version définitive est pas encore tout à fait élaborée il me semble. Il manque quelques villes d'Italie, il manque Rome par exemple ici, il manque également le Portugal. Mais vous pouvez le voir que la France, on est un peu le seul qui est en blanc avec l'Angleterre qui est traditionnellement peu interventionniste sur les thèmes de transport. Donc mes questionnements de recherche, va-t-on vers une articulation effective des réseaux de transport urbains et ferroviaires alors qu'il n'y a pas une gestion qui est unifiée, à la différence par exemple de l'Espagne. On a une temporalité en France qui est vraiment tardive, hein, sur du 2037, 2040, 45, 2050 des fois même. Et donc quelles évolutions permettent à ces projets, à ces services d'être mis en place avant ou à moyen terme, parce que pour du ferroviaire 2037, 2040 c'est que du moyen terme, et si réalisation il y a, et quelles modalités de mise en œuvre, avec quelle gouvernance, quel financement, et puis quel type de réseau pour quelle métropole.
Alors, comment je fais mes recherches? Déjà, j'étudie l'aspect technique des réseaux, les jeux d'acteurs qu'on peut arriver à trouver, donc les oppositions, qui est pour, qui est contre, qui défend les projets, qu'est-ce qui est défendu au travers de ces projets. Également, quelle gouvernance pour ces services, qui c'est qui va les gérer, comment. Euh, alors pour arriver à étudier tout ça, je fais une étude qui est assez habituelle de littérature, qu'est-ce qui a été écrit dessus, qu'est-ce qui est fait dessus. Je cherche des documents scientifiques également, je regarde un peu tous les documents, les schémas de développement qui ont pu être faits par exemple. Je fais une analyse discursive, donc qu'est-ce que c'est? C'est assez simple, c'est une analyse de ce que les acteurs veulent, racontent, les oppositions, ce qu'on peut arriver à trouver dans la presse. Je réalise des entretiens également semi-directifs, donc je pose des questions et je réagis en fonction de ces questions et je pose d'autres questionnements qui peuvent surgir. C'est très efficace pour arriver à connaître un peu la vie des projets. Et je fais des observations diverses lors de mon travail, par exemple, parce que je travaille dans le milieu de la mobilité, donc on parle de ces services, ou lors de l'association, par exemple, avec Objectif RER Métropolitain. Alors j'ai effectué un premier recensement des projets, on en a à peu près 17 en France. Je l'ai catégorisé en 3. C'est sujet pareil à questionnement, parce que Bordeaux et Strasbourg, c'est le seul en cours de réalisation, ça on est à peu près sûr. Pour ce qui est des projets, j'ai mis Toulouse dedans, mais il n'y a pas encore d'études vraiment fortes qui sont faites. Mais il y a un vœu de la métropole qui est fait, donc on peut dire que c'est quand même un projet. Chambéry, par exemple, avance bien, même s'il n'y a rien qui est publié. Mais bon, euh, on arrive à peu près à ces 17 projets. Alors, concernant le RER lyonnais, cette fois un peu plus spécifique, avant toute chose, on a un des plus grands nœuds ferroviaires européens, et français bien sûr, donc qui fait la liaison entre le sud et le nord de l'Europe. Je vous aurais bien dit entre l'ouest et l'est, mais on n'a plus vraiment de débouchés à l'ouest, notamment après Saint-Étienne. C'est très important. En général, les étoiles sont plus à 6-7 branches. Donc on a énormément de flux. On a une agglomération qui est grande également. On a plus de 2 millions d'habitants sur l'aire urbaine. Et on a quelque chose qui est assez spécifique à chez nous, auquel on est habitué en tant que Lyonnais, mais on a des fortes contraintes, notamment topographiques, qui fait que c'est difficile de travailler dessus. C'était difficile de le réaliser, ce nœud lyonnais, et c'est encore plus difficile aujourd'hui de travailler dessus, notamment une fois que ça a été urbanisé et qu'on a construit à côté des voies ferrées. Donc ici, je vous ai mis par exemple Perrache. C'est une gare assez unique, c'est assez difficile de faire plus contraint. C'est une gare en viaduc, on a 2 ponts, on a un tunnel après un viaduc. Concrètement, si vous voulez faire du travail dessus, oui, je sais que ça a déjà été fait en conférence ici, mais vous allez avoir du mal à faire un projet d'extension, par exemple. Mais néanmoins, donc on a une infrastructure qui est forte, qui est très présente au sein de l'agglomération, mais on a une utilisation qui est très faible, alors même que l'urbanisation s'est faite au bord de ces gares et au bord de ces lignes. Donc c'est une utilisation qui est avant tout nationale, pour pas dire européenne, du nœud lyonnais, avec une fréquentation des gares secondaires qui est très faible, même dans des villes moyennes un peu grandes comme Vienne, Villefranche, etc. Pour ce qui est des gares secondaires, j'ai quelques chiffres qui sont un peu symptomatiques. Oui, c'est ici. L'année dernière, pour la gare de Vénissieux, on a eu 930 000 passagers. Vénissieux, 141 000. Ça fait 2500 passagers par jour à Vèze et 400 à Vénissieux. Donc pour Vénissieux, c'est l'équivalent d'une ville, je sais pas, de 8 000 habitants peut-être, en province. Donc on a vraiment des gares secondaires qui sont très peu utilisées, ce qui est assez dommage. Alors même que la construction historique du réseau s'est faite autour de ces gares. On peut parler de Saint-Fond, de Tassin, qui sont des gares qui sont très proches de Lyon et qui pourtant sont historiquement pas très utilisées. Donc on avait déjà à l'époque, donc sur le 19e siècle, que ces gares ont été réalisées. L'urbanisation n'était bien sûr pas du tout la même, donc les besoins n'étaient absolument pas les mêmes, beaucoup plus moindres, également dans l'utilisation. Je vous ai mis un peu l'urbanisation, vous voyez, qui est totalement différente de celle qu'on peut connaître aujourd'hui.
Donc en général, il n'y avait que quelques allers-retours par jour avec Lyon, tout simplement parce qu'il n'y avait pas besoin forcément de plus de demandes, et notamment parce que l'organisation du travail faisait qu'il n'y avait pas autant de besoins d'aller-retour dans la journée. Donc en fait, c'est des réseaux qui ont très vite été fragilisés, hein, les réseaux de desserte locale, notamment par la concurrence du réseau urbain, notamment de tramway. Donc, comme vous pouvez le voir sur le plan ici, qui date peut-être de 1928, il me semble, les gares proches ont été très vite atteintes, hein, que ce soit Francheville, Écully, même Saint-Fond avec l'ancienne ligne 12. On a à chaque fois une concurrence qui a été faite directe avec le réseau ferroviaire, qui a d'ailleurs partiellement été un peu démantelé. Je crois que la fin de Brignais-Givors, c'était en 1934, et Brignais-Tassin, c'est en 1939. Donc ça fait longtemps qu'on a commencé à fermer des parties de réseau autour de Lyon. J'avance un peu aux années 50-60. Donc on a eu un démantèlement du réseau de tramway, hein, qui a été pourtant le réseau concurrent du train, donc qui a été remplacé par du réseau d'autobus assez classique et assez inefficient, et en même temps qu'il y a eu une politique donc, du tout voiture, et en même temps qu'il y a eu une explosion démographique, ce qui a donc très vite contraint l'agglomération lyonnaise, comme on va le voir, et qui a aussi notamment sollicité un peu plus le réseau, ce qui ne s'est pas forcément traduit par plus de fréquences, ni de fréquentation d'ailleurs. Donc au début des années 70, on a eu un étalement urbain qui s'est fait, donc l'étalement urbain que moi je dis à la française. Pourquoi ? Parce que nos voisins européens n'ont pas forcément connu ce genre d'étalement. Je pense notamment à l'Espagne que j'étudie. Donc on a eu une espèce de fuite en avant. Là, je vous ai mis une photo de la trace urbaine un peu de Lyon. Donc on ne le voit pas, mais il y a une échelle de 10 km. Donc aujourd'hui, on arrive à peu près 75-80 km d'est en ouest, ce qui est absolument énorme. Et ce qui est aussi donc un habitat diffus et qui est basé sur l'automobile. Donc pourquoi on a eu cette expansion et quelles conséquences ça a sur le réseau ferroviaire ? Donc premièrement, on a eu cette expansion parce qu'on avait l'idée qu'une France de propriétaires était positive, donc un peu une vision assez américaine du développement urbain, qui a été notamment fait à partir de 1973, où on n'a plus voulu cette espèce de grands ensembles de type ZUP, comme on connaît au Minguettes par exemple, ou à la Duchère. Il y a eu l'idée intrinsèque que les banlieues, c'était quelque chose de mauvais, qu'il ne fallait donc éviter à tout prix la tache d'huile, comme on connaît un peu en région parisienne. Et, ce qui a par ailleurs, à cause de cette tache d'huile à Paris, il y a eu l'idée des années 60 de la réalisation du RER, qui n'était pas du tout présente bien sûr en province. En 1976, la D2 du Rhône avait d'ailleurs spécifiquement comme objectif de ne pas avoir de phénomène de banlieue, d'éviter la tache d'huile et donc d'essayer de rapprocher les emplois des habitations. Donc on a eu la même idée qu'à Paris, faire des villes nouvelles, donc ce qui a amené la création de la ville de l'Île d'Abo, qui a joué un rôle dans la limitation de la croissance de l'agglomération lyonnaise. On a eu un départ assez important d'entreprises et de populations de l'est de la ville, notamment Vénissieux, Vaux-en-Velin, vers cette ville nouvelle. Mais à la différence de Paris, on a eu assez peu d'investissements, notamment dans les infrastructures de transport, mais pas que. Et donc on a une situation assez paradoxale où on a une volonté d'aménager l'arrière-pays lyonnais, un peu aux dépens de la métropole lyonnaise d'ailleurs, mais sans construction d'infrastructures. Alors ça a été un peu évoqué à des moments de faire une espèce de RER, ou au moins d'améliorer les fréquences. Ça n'a jamais été réalisé. On a une vraie opposition entre le développement de l'agglomération et le reste du territoire. Donc ici je vous ai mis la photo de la gare de l'Île d'Abo, qui existe, hein, mais qui n'a pas eu déjà de centralité autour qui a été créée. Elle est un peu au milieu de rien. Et surtout, on a des dessertes qui existent, mais qui n'ont jamais été très fréquentes, qui n'ont jamais été intégrées. Enfin, ça n'a jamais été quelque chose... La ville de l'Île d'Abo n'a jamais été pensée avec le ferroviaire, ce qui est la grande différence des villes nouvelles de région parisienne, par exemple. Alors, chose positive, dans les années 70, on a quand même eu le retour du développement de transports en commun en site propre important. Donc on a eu le métro qui est venu.
avec des acteurs qui n'étaient pas forcément pour, hein, donc notamment l'ex-maire de Dessines qui ne voulait pas que sa commune devienne une commune de banlieue un peu sur le modèle de Paris, ce qui était inévitable, hein, comme on le sait aujourd'hui. Et d'ailleurs, on a eu aussi des dirigeants de la ville de l'Île d'Abo qui étaient contre le développement du métro plus à l'est pour éviter d'avoir une espèce de concurrence dans la croissance urbaine. Alors, pour donner un peu des explications et des circonstances atténuantes un peu à l'État, on a aussi eu les chocs pétroliers qui ont fait qu'il y a eu des limitations budgétaires et que l'État était très présent, mais ses moyens ont été diminués tout simplement. Mais c'est pas parce qu'on a eu donc ce principe très orienté par l'État et par la voiture qu'on ne peut pas avoir des initiatives locales. Donc j'étais très content de trouver cette initiative que je ne connaissais pas du tout jusqu'à il y a une année à peu près. Donc le service Ouest 90. Donc c'est la première expérience d'union tarifaire et d'utilisation du train pour desservir la banlieue en province. En tout cas, c'était présenté comme ça et je n'ai pas trouvé d'autres exemples, donc on peut dire que c'est à peu près vrai. Donc le principe, c'était assez simple, hein, c'était une unification tarifaire des TCL et avec la SNCF. Donc c'était possible pour un usager qui avait un ticket de bus de prendre le train à la gare Saint-Paul, de partir à Tassin et de prendre la ligne 90 qui était réalisée exprès en fait pour à la fois être le récepteur et également l'endroit de départ des usagers. Donc le but c'était de mieux desservir l'ouest lyonnais qui a toujours eu des problèmes de par sa topographie et qui était déjà en développement. Ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une initiative qui a été faite à une époque où il n'y avait aucun moyen technologique de savoir quel était le comportement des usagers. Donc on ne savait pas si les usagers du train restaient dans le train, s'ils prenaient le bus, où ils le prenaient, etc. etc. Donc il n'y avait pas une possibilité de facture exacte, ce qui est souvent en fait un problème quand on veut faire une unification tarifaire. Là, on ne l'avait pas et pourtant on a réussi à la faire. Bon, alors c'est une initiative qui a duré qu'un an, hein, de 1971 à 1972, en bonne partie parce qu'il y a eu l'ouverture du tunnel sous Fourvière, donc fin 71 il me semble. Donc en fait ça a un peu vidé les bus et les trains. C'était plus rapide de le faire en voiture. Et donc le service est un peu mort dans l'œuf. Puis il faut dire ce qu'il y a, il y avait aussi assez peu d'entrain de la part des opérateurs. Par exemple, il y avait toujours ces vieux autorails de la SNCF qui sont restés un moment encore derrière. Et il n'y a pas eu donc de soutien très fort, ni des pouvoirs publics d'ailleurs. Donc il a fallu attendre le Stélirail pour avoir une vraie amélioration des dessertes autour de l'agglomération lyonnaise. Et encore, ça touche seulement la ville de Givors dans l'agglomération, parce que c'est un service avant tout régional. Donc Stélirail, qu'est-ce que c'est ? C'est une desserte cadencée entre Lyon et Saint-Étienne, toutes les heures, avec 3 rames, il me semble, qui avaient été achetées, qui ressemblent à peu près à celles qu'on pouvait trouver en région parisienne, dans la grande tradition SNCF. Et ça desservait également Saint-Chamond. C'était une desserte qui était financée par les départements de la Loire et du Rhône, donc sans la région, qui était déjà co-responsable normalement, enfin qui avait la compétence, hein, co-compétent dans le ferroviaire. C'est une desserte qui a été faite vraiment au plus juste, hein, avec presque aucun investissement d'infrastructure, sauf l'électrification sur une seule voie et sur 1,2 km entre Saint-Étienne, Château-Creux et Carnot, ce qui était assez ridicule. D'ailleurs, ce qui grévait aussi un petit peu toutes les possibilités qui étaient offertes par la voie, hein, sur Lyon-Firminy ou sur Lyon-Le Puy-en-Velay. On obligeait le train à faire une espèce d'aller-retour au milieu, c'était assez catastrophique. Ça traduit une concentration assez exclusive de la SNCF sur l'interurbain, c'est-à-dire qu'elle n'était pas intéressée par les dessertes omnibus, ce qui est en fait assez traditionnel des entreprises monopolistiques d'État qui étaient faites de manière nationale et dont le principal but, c'était vraiment les dessertes minimum moyenne distance, quoi, régionale, voire nationale.
Et la SNCF est notamment très marquée sur relier Paris et les autres villes de province. Donc en fait, ce n'était pas forcément son objectif principal initial. C'est juste un peu un dommage constaté de ne pas avoir des possibilités de développement local. Donc après, c'est le Stellirail qui date de 1976. On a eu une proposition en 93 du département du Rhône. C'est pour ça que j'ai appelé ma conférence 30 ans après le premier projet. Le premier projet, c'est le plan rail du département du Rhône. Et donc c'était proposé, financé et adopté par le département du Rhône, après des études qui ont été faites assez poussées, notamment économiques, qui prévoyaient un fort investissement sur 5 ans, puis après, normalement, un retour sur investissement après 5 ans. C'était un projet qui prévoyait une desserte à l'allemande, c'était vraiment l'objectif, avec une intégration tarifaire des transports urbains, mais aussi des cars du Rhône, et une zonification des tarifs sur le département, et même un petit peu au-delà, parce qu'il y avait un accord qui avait été fait dans le cadre de la SOFRA, qui est donc le syndicat qui gouvernait un peu tous les départements, et qui gérait un peu tout ce qui était ferroviaire, un peu à la place de la région, parce que là aussi, la région était absolument absente. Alors c'est un projet qui a été rejeté par la SNCF, qui demandait en contrepartie de gros investissements, de très gros investissements en compensation de plus de sillons. Donc il était déjà demandé à l'époque le Céphale, par exemple, qui était un investissement qui est toujours très important, qui est toujours prévu et qui n'a toujours pas de date aujourd'hui. Donc c'est un projet rejeté par la SNCF, ce qui est assez paradoxal pour nous aujourd'hui. Donc les demandes de la SNCF étaient absolument énormes et puis il n'y avait aucun moyen de lui imposer une inflexion. Par exemple, les études qui avaient été faites, elles avaient été faites souvent à l'étranger, donc par l'école polytechnique de Lausanne, le groupe Aegis pour lequel je travaille notamment, et aussi le LAET, donc le laboratoire d'études des transports ici. Le but était clairement d'essayer d'avoir une expertise autre que la SNCF pour avoir quelque chose à opposer à la SNCF. Et malgré tous les arguments et tous ces études, il n'y a eu aucun moyen de faire un peu plier l'entreprise qui réservait ses sillons, notamment pour le longue distance, mais aussi pour le TGV. Il y a également eu un refus de la SNCF d'avoir du matériel plus capacitaire, notamment les Z2 qu'on peut voir ici sur la photo, qui sont du Nord-Pas-de-Calais, mais qui sont en général de la région Île-de-France, et qui sont sur les RER D et C actuellement. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est c'est pas entendable hein, qu'on refuse l'achat de matériel qui allait être fait de toute manière par le département. Donc le SNCF n'avait pas de choses à interposer. Ils ont néanmoins proposé le transfert de rames inox de région parisienne, notamment pour la desserte de l'ouest lyonnais, ce qui a été refusé parce que c'était déjà du matériel considéré comme vétuste par le département du Rhône. Donc également sur ce dossier, on peut voir l'absence de la région, qui à peu près participait à rien alors qu'elle était co-compétente, hein, encore une fois. Le poids qui est donc trop important de la SNCF dans la décision qui, in fine, avait le droit de vie ou de mort sur des projets qui n'étaient pas financés par elle. Il y avait également un problème de périmètre du Rhône, hein, qui est un département tout petit comparé à ce qui est nécessaire dans un projet de RER qui va par définition quand même plus loin. Et encore une fois, un manque d'engagement de l'État qui n'a jamais daigné financer ces investissements. Mais de toute manière, il n'y avait pas de plan possible d'investissement dans le conventionnement de l'époque. Donc en fait, il a fallu attendre la régionalisation pour qu'il y ait des conventionnements possibles, également sur les infrastructures. Et pour le dire un peu vite, que les investissements faits dans les infrastructures ne soient pas faits en pure perte en fait. Donc enfin un projet qui va un peu plus loin et qui matérialise un peu plus les choses. Donc c'est le projet Réal qui date donc de 2005 et qui s'est terminé entre guillemets en 2012, même s'il n'y a pas de date spécifique.
je le bute à peu près à ça. Donc c'est un projet qui a pu avoir lieu après la régionalisation, quand il y avait déjà un effort qui était fait assez important et de renouvellement du matériel et d'investissement dans les infrastructures. Donc il faut le savoir que quand il y a eu cette régionalisation, l'état un peu général était assez catastrophique. On avait des gares presque jamais avec des accès handicapés, qui avaient des infrastructures qui étaient vieilles de 40, 50, 60 ans, voire plus, et un matériel qui était régulièrement à la mi-vie. Hein. L'âge moyen, c'était 23 ans, donc c'était très vieux. Alors, qu'est-ce que le Réal? Alors, c'est pas une marque commerciale, c'est pas du tout une appellation de type RER que l'on peut penser. C'est d'ailleurs spécifiquement fait exprès. Notamment, Gérard Collomb avait spécifié qu'il ne voulait pas une marque différente pour pas que ça fasse comme à Paris et qu'il n'y ait pas cette idée de service un peu déficient, mauvais et voire un peu dangereux qui était souvent associé au RER. Donc le Réal, c'est un espace de rencontre entre les différents acteurs qui sont partie prenante de ce projet qui vise à coordonner et améliorer un peu les services ferroviaires autour de l'agglomération lyonnaise en prenant en compte cette fois Saint-Étienne. Donc vous voyez, on avait déjà Stellirail au début, le fonctionnement un peu bipolaire de Lyon-Saint-Étienne s'est un peu concrétisé lors de ce projet. Donc c'était un projet qui prévoyait beaucoup d'investissements dans les infrastructures. Donc cette fois, on a vraiment fait l'électrification de Saint-Étienne à Firminy complet. On a vu les choses de manière un peu plus grande et peut-être un peu plus complète. C'était un projet assez grand et qui avait des partenaires assez intéressants. Donc un peu tous ceux qui ont leur mot à dire sur ces sujets, notamment la région, les départements, mais aussi les AOM locales, hein, donc le Citral, le Grand Lyon, la communauté urbaine de Saint-Étienne à l'époque. Et on avait déjà une idée assez forte d'intégrer le service urbain et le ferroviaire. C'est d'ailleurs un peu ce que je vous mets ici avec cette image de la gare Jean Massé. Donc c'est un investissement qui s'est fait, qui a été assez important, notamment dans le matériel moteur. On a vu des vrais autorails à 2 étages assez grands faire leur apparition. On a eu donc l'électrification, comme je vous ai dit, des infrastructures. Et on a eu, c'est à partir de là, on a eu une vraie intégration. Donc on a eu les abonnements combinés TCL, STAS à Saint-Étienne avec les TER. On a eu la construction des parkings relais. On a eu l'amélioration un peu des infrastructures dans leur totalité, hein, parc vélo, etc. Et le développement de l'information multimodale également. Donc la gare Jean Massé, c'est vraiment la grande réalisation de ce projet, avec le but de connecter le métro B, le T2 et le service ferroviaire. C'est un projet qui est vécu comme un grand succès par tous ceux qui ont été partie prenante. Et c'est vrai que ça a été un vrai facteur d'amélioration et de qualité des dessertes urbaines et périurbaines, mais sans intégration totale, même sur les périmètres de la métropole, c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser encore aujourd'hui le train sur le périmètre de la métropole de Lyon avec un abonnement et un ticket TCL. Et aussi, on a une vue un peu franco-française qui fait que, par exemple, la gare Jean Massé, c'est une grande réalisation, mais quand on voit avec des yeux un peu plus germaniques, allemands et suisses, c'est quelque chose de tout à fait normal, en fait, de penser le service ferroviaire de manière plus globale. Et en plus, la gare de Jean Massé peut être considérée comme étant un peu sous-dimensionnée, voire complètement sous-dimensionnée, notamment en heure de pointe. Également, ce qu'on peut dire de ce projet réel, c'est que la SNCF reste avec des logiques avant tout longue distance. C'est-à-dire qu'ils étaient partie prenante parce que RFF et ce que vous voulez, mais les vrais donneurs d'ordre, c'était la région et les AOM locales. La région également n'a pas identifié toutes les possibilités qu'il y a sur le nœud lyonnais. Donc on a aujourd'hui 2, même 3 gares depuis la gare d'Oulin, en fait, qui sont totalement sous-utilisées malgré une très bonne coordination, très bonne liaison avec les transports urbains.
également à déplorer, c'est qu'il n'y a aucun travaux d'envergure sur le nœud ferroviaire lyonnais, alors même que la SNCF annonçait depuis les années 90, depuis donc 93, qu'il y allait avoir saturation. Donc arriva ce qui devait arriver. Le nœud ferroviaire lyonnais est arrivé à saturation à la fin des années 2000, tout début 2010. Donc avec des dégradations du service assez importantes. Si vous utilisez le train, j'imagine que vous le savez. Ça a d'ailleurs mis fin au projet réel parce qu'il n'y a pas eu de possibilité d'amélioration en dehors que ce qui avait été déjà fait. Donc la liaison Valence-Lyon, par exemple, je crois en 2018, ça a été la ligne ferroviaire la plus victime de retard, 26%, un train sur 4. En heure de pointe, c'est beaucoup plus, parce que c'est en général là que se concentrent tous les problèmes. Donc on arrive dans une situation assez difficile, où la SNCF a voulu un peu transformer la table qui existait sous son égide. Donc c'est devenu un groupe de travail, le NFL, qui existe depuis 2012, avec pour principe de fédérer un peu tous les acteurs et d'essayer de dégager des projets, des financements aussi sur le nœud lyonnais. Également depuis 2012, qu'est-ce qu'on peut dire sur le NFL? C'est que la région qui est traditionnellement peu interventionniste, à l'exception du Réal, a confirmé le fait qu'elle était peu interventionniste. Et il n'y a pas eu un espèce de rattrapage de la région sur les infrastructures, ce qui pouvait être attendu. Et on a également eu en même temps un recentrage de l'exécutif lyonnais, notamment de Gérard Collomb, sur la métropole et sur la construction de la métropole lyonnaise, donc sur la loi MAPTAM, parce qu'il était sénateur, et c'est notamment lui qui a beaucoup porté cette loi et ce projet un peu de fusion du département, ce qui a fait aussi qu'il y a eu moins de temps et moins d'énergie dépensée dans la coopération avec les autres entités, et notamment sur le ferroviaire. Alors pour revenir au NFL, on a eu en 2011 un premier rapport qui a été fait par l'État et qui a donc identifié les principaux problèmes qu'on connaît. Donc les deux grands, pour ne pas dire trois, c'est la liaison de Grenay, donc de la ligne TGV jusqu'en centre-ville, et après la tranchée de Guillotière jusqu'à La Part-Dieu, et plus loin de La Part-Dieu jusqu'à Saint-Clair. Donc c'est pas quelque chose qui est révolutionnaire, parce que toute personne qui connaît un peu le réseau le savait. Mais en 2014, il y a quand même un plan de mobilisation qui a été fait, avec le but de sortir un petit peu quelque chose de ces observations, avec des études de long terme qui ont été faites sur le céphale, et avec des études qui ont tellement été prévues dans le CPER de 2007-2013, et qui ont produit qui ont un appel à la Commission nationale du débat public, qui donc est venu intervenir en 2019, qui a fait donc à la fois des études, à la fois des débats, à la fois des missions un peu des ateliers de partage avec la population, pour essayer de définir un peu ce qui allait être fait sur le nœud lyonnais. Donc depuis, qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Pas grand-chose. Je vous donne un peu des informations que j'ai, mais sans confirmation non plus de sources officielles. On devrait arriver à avoir le quadruplement de Grenay jusqu'à Guillotière. Et on devrait également avoir le céphale qui devrait arriver à être fait, mais sans date et pour le moment sans qu'il y ait d'accord explicite et précis. Une autre chose que je ne vous ai peut-être pas encore citée, c'était Gérard Collomb qui défendait un peu bec les ongles la construction d'une gare souterraine à La Part-Dieu, un peu sur un modèle un peu comme l'île Europe, si vous voulez. Donc c'est un projet qui n'était pas forcément, qui n'a jamais été précisé comme étant primordial et comme étant le plus nécessaire, et surtout un projet très très cher, qui donc devrait être écarté, mais là je vous parle au conditionnel parce que c'est quand même au ministère qu'on m'a dit que le projet était écarté, mais c'est pas une annonce publique, et de toute manière la réalisation de la gare Part-Dieu souterraine n'était pas non plus spécialement connue, je pense, du grand public.
Alors, considérant un peu plus cette fois le RER en tant que tel, puisque c'est pas que le NFL. Donc il y a une structure qui a été créée en 2013 pour essayer un peu de porter le projet. C'est assez unique en France, hein. On n'a pas ça ailleurs, on n'a pas ça à Bordeaux, on n'a pas ça à Strasbourg, qui sont les deux vrais projets qui existent et qui sont en train d'être créés. Euh, donc c'est le SMT-AML, le syndicat mixte de l'aire métropolitaine lyonnaise, donc qui a pour but de succéder au Real et un peu plus que ça. Donc c'est un syndicat mixte SRU, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu, et il a comme compétence de mettre en place une billettique et une intégration tarifaire sur le périmètre que je vous donne, qui est donc à peu près le même que Real avec la CAPI, donc c'est le Nord-Isère, Vienne-Condrieu agglomération, et sur tout le périmètre du Citral. Il y a également le but de coordonner un peu les services de mobilité et l'information. Et également, il y a l'élaboration d'un schéma de déplacement un peu sur tout le bassin lyonnais à l'échelle métropolitaine qui prend donc en compte Saint-Étienne. Et il y a également un peu une mission de promotion du covoiturage et de rabattement sur les transports collectifs qui est donnée au SMT-ML. Alors le point positif, c'est qu'en 2021, le SMT-ML a été officiellement désigné comme étant chargé du dossier RER métropolitain. Donc c'est un projet qui n'est pas que défendu par la métropole et qui a donc une structure qui existe, avec des gens qui existent pour le défendre. Néanmoins, c'est une structure assez faible, hein, il n'y a pas beaucoup de moyens humains, et surtout politiquement, il n'y a aucun poids. Donc on reste avec le métropole de Lyon et le Citral qui pousse le projet, malgré une structure qui est un peu censée faire la coordination. Donc il y a plusieurs points qui font en sorte que ce projet a du mal à voir le jour, pour pas dire qu'il est un peu au point mort. Il y a des raisons avant tout techniques et industrielles. Donc le TER en France coûte cher, hein, comparé à nos pays, c'est pas quelque chose de nouveau. La définition des péages même en fait est assez spécifique en France. On le paye en fait 2 fois. Il y a un passage un sillon sur la voie qui est payé, mais il y a aussi un arrêt en gare, ce qui fait qu'un TER coûte plus cher à faire passer qu'un TGV par exemple. Donc c'est des péages qui ne sont pas du tout faits pour du service urbain ou périurbain, ce qui donc par définition fait en sorte que les services métropolitains vont coûter cher. Donc par exemple dans le cas lyonnais, c'est un peu le cas partout, mais à Lyon c'est très présent, on va plutôt essayer de favoriser la taille des trains, donc l'emport, le nombre de passagers par train, plutôt que la fréquence, alors que ce qui rend attractif un service, c'est avant tout la fréquence, surtout pour de l'urbain et du périurbain en fait. Également, on a une logique de profit de la SNCF sur le TER qui fait en sorte que le conventionnement en fait est plutôt à son avantage. Certains ont parlé un peu de chantage, hein, des gens que j'ai rencontrés m'ont dit que c'était un peu du chantage qui était fait par la SNCF sur ce genre de conventionnement. Il y avait des gages en cas de service mauvais, hein, qui avaient été mis en place par Jean-Jacques Herrane et qui n'avaient en fait pas été appliqués par exemple. Alors pourquoi ils n'avaient pas été appliqués? C'est parce que quand vous êtes en définitionnement d'une convention avec un unique opérateur, il a un peu tous les pouvoirs en fait. Donc la SNCF profitait un petit peu de ce monopole qu'elle avait jusqu'à maintenant. Par exemple, elle exigeait une augmentation de 5% du conventionnement par an, ce qui a été refusé par Laurent Wauquiez, président de la région. Et donc ça a entraîné la disparition des petits givors qui ont été fusionnés avec les trains qui allaient à Firminy. Donc qu'est-ce que ça faisait? Ça a rajouté en fait 10 minutes sur les trains qui allaient à Firminy, donc ça dégrade le service. Donc on a également une nouvelle stratégie de la SNCF qui s'est vue remettre RFF dans son giron et qui a donc comme objectif de développer le réseau, ce qui n'avait donc pas été fait en dehors des lignes TGV ces 20-30 dernières années. Et donc cette stratégie est donc de faire payer ce réseau, notamment par les services publics, enfin par les pouvoirs publics. Donc le TER et le service omnibus ne sont pas sa priorité. Également, la SNCF a une nouvelle politique, c'est le fait de ne plus participer aux études de service.
Donc, avant qu'il y ait des services qui soient lancés, il y a des études qui sont réalisées pour savoir combien ça coûte, quelles sont les infrastructures nécessaires, etc. etc. Et avant, la SNCF partageait les coûts à hauteur d'à peu près un tiers, un quart de ces études. Et maintenant, c'est plus le cas. Il y a 0 € qui ont été donnés par la SNCF dans le cas lyonnais, dans le cas lillois, dans le cas marseillais. Donc c'est vu comme étant de la mauvaise volonté par les pouvoirs locaux. C'est pas bien vécu. Il y a des raisons politiques aussi qui font en sorte que ce RER met du temps à émerger. Donc on a néanmoins une idée qui s'impose un peu communément et par tous, notamment lors des élections métropolitaines et municipales à Lyon en 2020, lors des régionales en 2021, tout le monde était pour le RER, même si des candidats, par exemple le FN, disaient qu'il faut des trains toutes les 15 minutes entre Saint-Étienne et Lyon. En fait, c'est déjà le cas, mais néanmoins, tout le monde était pour l'idée. Ce qui ralentit un peu la réalisation, c'est aussi l'arrivée d'une majorité qui n'est pas pro-ferroviaire à la région en 2014. Il y a par exemple la volonté d'afficher la région comme étant la mieux gérée de France, ce qui, en fonction de comment vous le calculez, peut être vrai, mais avec peu d'investissement du coup qui est fait. Le ferroviaire coûte cher, donc c'est un des postes qui a été assez peu exploité pendant ces dernières années, alors que la situation se dégrade. Donc en fait, non seulement il n'y a pas d'amélioration prévue, mais en plus pour le moment on voit que du pire. Il y a une vision assez court-termiste qui est assez dommageable, notamment le ferroviaire qui demande du temps parce que ça prend du temps de réalisation puis ça coûte cher. Et donc on a néanmoins des projets un peu ponctuels, donc par exemple les trains hydrogène, mais pas dans une vision globale. Donc en même temps on a la fermeture de Saint-Étienne, Clermont-Ferrand, alors qu'on a la fusion des régions. Donc c'est assez bipolaire comme comportement. Donc on a eu une présentation néanmoins de Laurent Wauquiez en avril dernier d'un projet de RER de 1 à 7 milliards d'euros investis. Donc c'est une fourchette très très large. Donc ça laisse donc présager qu'il n'y a pas grand-chose qui est arrêté au niveau de la région. Donc c'est plutôt une logique d'affichage qu'une logique de projet un peu concret. Donc il y a quelques projets annoncés, mais rien qui justifierait une fourchette grande, ni d'ailleurs quels moyens, comment on finance 7 milliards, il n'y a rien qui a été annoncé. Donc il y a aussi une logique de profiter des financements disponibles, notamment les relances après le Covid, où il y a eu des trains qui ont été commandés et quelques investissements dans l'infrastructure. Et en fait, c'était déjà dans les cartons et lui, il a profité de ça pour éviter d'avoir à financer. En fait, c'est des logiques assez de profit plus que de véritable réalisation et d'investissement. Du côté de la métropole, on a des écologistes qui sont arrivés donc en 2020 et qui sont vraiment proactifs sur le sujet, qui ont notamment payé des études complémentaires nombreuses et chères. Il y a une vraie volonté de travailler avec la région dessus. Donc il y a une demande assez répétée d'intégration tarifaire et même un accord qui avait été réalisé en interne avec la région. Puis la région est revenue sur cet accord, malheureusement. Il y a des demandes répétées de travail commun avec la région et les différents acteurs sur le sujet du RER métropolitain, notamment quand c'est pour demander des financements à l'État avec le CPER ou à la région. Et il y a des demandes répétées de dialogue qui sont faites dans la presse, notamment, avec une opposition assez frontale, parce qu'il y a des réponses qui sont faites par voie de presse, qui sont honnêtement pas très intéressants. Il n'y a pas d'accord sur la billettique non plus, parce que la région voulait que la région soit sur la carte, et puis la métropole voulait que la métropole soit sur la carte. Donc c'est un peu des batailles de clochers sans grand-chose derrière. Il y a des exigences de la région qui sont d'ailleurs aussi assez problématiques. La région demandait à la métropole de participer sur l'achat de rames, ce qui n'est pas sa compétence, ou même sur des projets déjà en cours comme à la Pardieu. Et puis il y a des oppositions qui sont un peu plus intéressantes, on va dire, notamment sur le projet de BHNS Lyon-Trévoux, où là on a une opposition assez frontale entre les deux pouvoirs. On a la volonté de la métropole aussi d'agir sur
les réserves capacitaires qui existent, notamment sur la rive droite du Rhône, sur Longivors, sur Perrache. On a une demande de transfert d'une tram-train de l'Ouest lyonnais qui se situe totalement sur le périmètre du Citral. Hein, c'est quelque chose d'assez assez logique. Et on a des problèmes assez forts là-dessus, avec donc l'opposition aux régions métropoles et aussi d'ailleurs sur des promesses de la région assez faibles sur le financement. Au sujet majeur, encore une fois, les moyens alloués par l'État qui sont très faibles, pour ne pas dire inexistants, et l'attitude de la SNCF qui n'est pas non plus des plus constructives. Alors les dernières avancées quand même, pour être un peu dans le positif. Donc on a un accord qui devrait être fait, comme je vous ai dit, sur Grenay et le centre-ville, pour 1 milliard d'euros, ce qui est énorme. On a le Cefal qui devrait un jour exister, sans qu'il y ait de date précise. Donc, dans l'optique du Lyon-Turin, c'est ce qui est un peu annoncé, mais le Lyon-Turin n'est pas non plus sur de bons rails, quoi. Donc je ne serais pas... Pour les Lyon-Turin pas sur de bons rails, on est quand même en train de creuser un tunnel qui coûte quelques millions, voire milliards. Ouais. Il y a encore eu un article dans le Progrès il n'y a pas longtemps où on parle de tunnel sous la Chartreuse, de tunnel je ne sais plus encore où. Il y a encore pas longtemps, moi j'étais sur Satolas, on me disait il va passer par là, en bout de la carrière vers les pistes. Il y a un moment, il faut que ça avance. Oui, exactement. D'ailleurs, il y a même l'Union européenne qui a menacé d'enlever les financements européens parce qu'on n'avance pas assez vite dessus. Et les boîtes de TP qui savent faire des tunnels et machin, pleurent qu'ils n'ont pas de boulot. Donc, Mais pour le moment, on n'en est encore pas là, quoi. Donc dans 15 ans, le Cefal ne sera pas fait. Et les accès lyonnais, sûrement pas encore, malheureusement. Néanmoins, il y a quelques investissements qui sont annoncés. Donc le tunnel des Deux Amants, qui est prévu par la région. Il y a une augmentation d'amplitude légère, de 5 à 23 heures. Les derniers trains pour Saint-Etienne partent à 23 heures, donc je ne sais pas où est l'augmentation d'amplitude, mais bon, c'est ce qui est annoncé. Il n'y a malheureusement pas de précision sur les moyens techniques ni financiers. Et il y a la concurrence avec l'exploitation en lot qui devrait apporter très certainement un saut d'offre. Donc ça, c'est un peu le côté positif. Néanmoins, dernier blocage, l'intégration tarifaire qui est au point mort. Pour le moment, il n'y a rien. Il n'y a pas de discussion non plus côté région sur le tram-train de l'Ouest lyonnais. C'est même... lui enlever une compétence à Laurent Wauquiez, je pense que ça ne va pas être possible. Il n'y a pas de marque commerciale non plus qui est prévue pour le moment. Et alors, la gare Lyon-Pardieu souterraine ne devrait pas se faire. Mais qu'est-ce qui va se passer sur le goulot d'étranglement de Guillotière à Saint-Clair? J'ai eu aucune réponse dessus, même au ministère, ils ne sont pas capables de me répondre. Donc, c'est un peu les questions qui restent en suspens. On remarquera, donc ça je l'ai déjà dit, le manque d'investissement de l'État. Le minimum d'investissement fait à l'époque. Donc par exemple, quand on a fait la ligne TGV, on n'a pas fait le 4 voies pour aller de Grenay jusqu'en centre-ville. Donc il faut le faire maintenant. Sauf qu'il y a eu des constructions qui ont été faites le long des voies ferrées. Et donc c'est beaucoup plus compliqué. Et donc effectivement, il y a des expropriations qui sont donc prévues, qui vont donc gréver le budget, pour ça qu'il y a 1 milliard qui est prévu. Il y a donc une absence de planification sur ces projets. Et par exemple, sur le Cefal, c'est encore mieux. Il y a eu des constructions de logements en 2019 sur le tracé du Cefal dans l'Ain. Donc on va avoir au moins des augmentations encore financières, de temps. On va sûrement avoir des recours aussi judiciaires pour créer ce Cefal. Donc en résumé, on a une situation aujourd'hui qui est saturée, qui demande un rattrapage historique, notamment en termes de financement et de participation de l'État. On a une opposition politique entre la région et la métropole qui fait que ça ralentit le processus. Et on a une région qui est très peu interventionniste sur le plan ferroviaire. Mais, point positif quand même pour ouvrir, on a un contexte national qui commence à évoluer. On a eu la fameuse vidéo de Macron sur les RER métropolitains qui sont censés annoncer quelque chose. Même si des annonces devaient être faites en février et qu'on est en février et qu'il n'y a rien. Mais il devrait y avoir des outils, des financements qui sont quand même mis à disposition de la métropole et des régions, donc avec des possibles sociétés de projets. Alors peut-être pas comme la Société du Grand Paris,
mais au moins sous la forme qu'on peut trouver dans le sud-ouest, avec un impôt qui est prélevable localement pour financer ces investissements. Donc voilà pour moi. Vous avez des questions ? Merci Tristan pour cette conférence. Voilà, je réquisitionne le micro pour la première question. J'ai peut-être eu un moment d'absence, mais je ne crois pas que tu nous aies finalement parlé de ce qu'était un RER, même si ça a été diffusé un peu dans la conférence. J'aimerais bien avoir un point de synthèse pour qu'on soit tous d'accord sur ce qu'on parle. Eh bien, c'est prévu. J'ai fait exprès de ne pas le mettre avant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, chacun met un peu sa définition derrière. Je prends l'exemple de la Suisse. On vous dit qu'il y a 14 RER en Suisse. Dans les faits, c'est absolument pas vrai. Il y a une étiquette qui existe, il y a une marque commerciale qui existe, mais ce n'est pas pour autant qu'il y ait des services qui ressemblent à du RER métropolitain. Donc l'association Objectif RER métropolitain a mis 12 points pour que ça marche. Je trouve que c'est beaucoup, 12. Donc ils sont ici à gauche. Moi, j'en garde 4, parce que si on veut qu'il y en ait, il ne faut pas aller trop loin. Donc moi, j'ai mis du cadencement élevé, l'amplitude élargie au niveau des horaires, l'intégration avec les transports urbains, ça paraît assez important. Et pas que tarifaire, d'ailleurs. À Saint-Étienne, on peut croiser des plans avec le TER, les différentes gares sur les plans de transport, au moins pour que dans l'imaginaire, on sache que ça existe. À Saint-Étienne, il y a un billet qui existe d'ailleurs, Stas plus TER, ça coûte moins cher qu'un billet TER plus un billet Stas, mais c'est toujours plus cher que le billet normal. Donc c'est une première intégration, mais c'est pas suffisant, parce que c'est pas normal qu'on doit payer 2 transports alors que ça devrait être compris en un. Et une marque commerciale spécifique qui, pour le coup, donne un peu existence à ça. Donc après, effectivement, il y a une adaptation qui est faite. On pourrait rajouter une intégration urbaine plus importante, des gares plus présentes en milieu urbain, une meilleure desserte, etc. Mais on met un peu tout ce qu'on veut derrière le RER. Ça ne doit pas forcément correspondre à Paris avec un train toutes les 3 minutes sur le sillon central, avec un passage souterrain sous la ville. Ce n'est pas forcément ça. Et d'ailleurs, dans mon doctorat, je travaille sur Montréal, où ils ont viré la ligne de desserte urbaine, enfin périurbaine, la plus dense, pour mettre un métro automatique dessus. Donc en fait, on peut donner un peu ce qu'on veut derrière. Néanmoins, l'idée principale, c'est d'utiliser le ferroviaire un peu comme un métro en centre-ville, et puis comme étant quelque chose de fiable sur lequel on peut s'appuyer en dehors, de ne pas avoir à payer 2 fois, et d'avoir une intégration bonne, lisible, et que ce soit quelque chose tout simplement efficace et qui marche pour tout le monde. Merci. D'autres questions ? Voilà, moi je voulais faire quelques remarques, parce que j'ai beaucoup aimé votre conférence, j'ai appris beaucoup de choses. À un moment donné, bon, je vais essayer d'être rapide parce que j'ai pas mal de choses à dire. Ce serait plutôt des compléments. Vous avez parlé de la ligne Brignais-Givors. Alors cette ligne, elle a été réouverte à un moment donné. Enfin, il y a une portion qui a été réouverte de Tassin à Brignais. Je vais quand même rappeler l'historique de cette ligne. Cette ligne, elle n'a pas été faite pour faire de la desserte voyageurs. Vous le savez peut-être, je ne sais pas. Elle a été faite au départ pour offrir un contournement de Lyon au train de marchandises qui arrivait de Paris par la vallée d'Azergues et qui ensuite pouvait descendre vers le sud par la... Voilà, tout à fait, exactement. Donc ce n'est pas une ligne qui a été pensée pour une desserte voyageurs du secteur de Brignais. Donc c'est pour ça qu'elle est peu performante et qu'elle a été rapidement abandonnée. Voilà, bon, c'était pour l'anecdote. Pour ce qui est de l'historique, effectivement, on est une région où le ferroviaire il n'a jamais été vraiment très présent. Vous avez parlé de l'île d'Abo, c'est très intéressant parce qu'à l'île d'Abo, quand la ville nouvelle s'est créée, la première chose qu'on a faite, alors qu'il y avait une ligne qui desservait très bien cette ville, la ligne qui va sur Grenoble, voilà, sur lequel on aurait pu aménager des gares, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a ouvert des services de bus express par autoroute pour relier à Lyon, justement pour permettre aux gens de ne pas prendre le train et de se rendre à Lyon par le bus. Alors, on avait aussi autour de Lyon des lignes de bus qui faisaient concurrence
avec le ferroviaire, par exemple, sur des axes comme Lyon-Villefranche ou Lyon-Saint-Étienne qui étaient extrêmement fréquents. Certaines lignes étaient même cadencées au quart d'heure quasiment, hein, des lignes de car interurbain. Voilà, je vais le rappeler quand même historiquement. Là, on est revenu un peu en arrière. Le ferroviaire s'est quand même un peu développé. Ces lignes de car sont plutôt en recul. Voilà. Ce que je voulais dire, par rapport aux gares, effectivement, la plupart des gares de l'agglomération lyonnaise sont peu utilisées. Moi, un jour, j'ai essayé de prendre le train pour revenir de Dardilly. En fait, j'ai découvert que c'était pas un train, que c'était un car. D'accord, c'était la SNCF, mais un car. Et il mettait plus de temps que le TCL avec un billet, avec un coût qui était plus élevé. Voilà, un petit point d'anecdote. Il y a quand même des contre-exemples. Je vais citer quand même la ville de Givors, qui fait partie de la métropole de Lyon et qui, vraiment, pour y aller, si vous ne prenez pas le train, vous allez galérer, quoi. Si vous essayez d'y aller avec un ticket TCL, franchement, vous êtes perdant. Et puis, il y a aussi quelque chose dont vous n'avez pas parlé. Il y a une expérience aussi au niveau des TCL qui sont les lignes GE, les lignes Gare Express, qui sont des lignes qui ont l'air a priori d'être pensées pour faire correspondance avec le train. Voilà. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est de ces lignes, hein, si elles fonctionnent bien, si elles sont utilisées. Voilà. Bon, je vais peut-être laisser la parole à d'autres personnes, sinon j'aurai encore d'autres choses à dire, mais bon. Ok, je réponds directement. Oui, je connais l'historique de la ligne, c'est le PLM qui l'ont fait en contournement à l'ouest, mais bon, il y avait du trafic voyageur dessus, quoi. Et je ne connaissais pas du tout les bus express. C'est très, très intéressant, l'île d'Abo, Lyon, parce que maintenant, il y a un vrai travail qui est fait pour faire du RER en car. Je comprends pas. Ces bus express, d'ailleurs, j'ai regardé encore, j'ai vérifié sur le réseau Transisère, là actuellement, pour aller vers l'île d'Abo, c'est une ligne qui va de Lyon à Bourgoin, il y a 3 lignes. Il y a 3 lignes en parallèle qui effectuent ce trajet et qui sont parallèles à la ligne de train et qui existent toujours et qui sont cadencées. Mais du coup, on a un peu une continuité, hein, parce qu'il y a la gare d'Ivour, la halte d'Ivour qui a ouvert il y a quelques années. Et le premier truc qu'ils ont fait, c'est aussi faire une ligne TCL Perrache-Ivour. Du coup, ça a l'air d'être assez traditionnel dans les TCL, je sais pas. C'est effectivement assez bizarre. Oui. On a autre chose aussi, hein, à la région. Ils commandent toujours les matériels moteurs les plus petits. Par exemple, au lieu d'avoir 2 AGC grands, on va en avoir 3 petits. C'est traditionnel, on ne sait pas pourquoi. Ouais. Si je peux rajouter encore quelque chose, on a comme modèle toujours Paris, mais même sur Paris, le RER, bon, on a des axes de développement comme Éole actuellement, mais par exemple sur le RERD, on est véritablement en recul actuellement, puisqu'on remet en cause on a remis en cause le fait que les RER aillent du nord au sud. Il y a beaucoup de gares maintenant qui ne sont plus desservies directement depuis Paris. Ils ont des telles difficultés d'exploitation qu'ils sont obligés de remettre en cause ce modèle du RER. Ils ne le disent pas, hein. C'est pas dit, mais il y a vraiment beaucoup de mécontentement sur la banlieue sud-est, la RERD en particulier. C'est vraiment énormément en recul. Voilà. Bernard Verdier, j'ai cru comprendre il y a 3-4 jours que certaines régions, donc Aura, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, étaient des régions beaucoup trop importantes, beaucoup trop grandes, et qu'elles seraient redécoupées. Est-ce que ça ne peut pas être une bonne idée, ça, pour nous? C'est-à-dire qu'on se séparerait d'Auvergne et on aurait certainement un changement de président pour la nouvelle région, anciennement Rhône-Alpes. Et puis alors, je voudrais rebondir sur ce que dit monsieur. Là, c'est très intéressant parce que moi, je viens aussi d'Indre-et-Loire, c'est-à-dire que c'est la région Centre-Val de Loire, où la région a investi 36 millions pour sauver une ligne qui avait la vocation à être fermée. Si on regarde le rapport Spinetta, c'était la ligne Tourloche. La région Centre-Val de Loire a investi 36 millions, mais on se retrouve dans la situation où maintenant on a quand même 6 trains, 6 allers-retours, ce qui est un progrès, sauf que les trains vont un tout petit peu moins vite que les autocars, qui sont, des fois, on a un car qui, à 4 minutes d'intervalle, ils partent quasiment en même temps. Et il faut savoir que la tarification qui est fixée par la région, le train pour faire Loche-Tours 47 km est à 9 € et le car est à 3 €.
Je ne vous dis pas qui est-ce qui est le plus rempli, hein, bien évidemment, des deux. Bon, du coup, vous touchez un peu mon début aussi de questionnement sur pourquoi j'ai voulu faire la thèse, en fait. C'est des exemples comme ça, on en a un peu partout, en fait. Soit des liaisons qui sont parallèles. Par exemple, je prends Valence-Romans, c'est pareil, il y a un car qui fait exactement le long de la voie ferrée, qui est exactement parallèle, qui met 2 fois plus de temps, mais qui coûte 1,20 € au lieu de 4 €. En fait, c'est une volonté politique, hein. Concernant les régions, malheureusement, je ne pense pas que ça se fasse. Une fois qu'on a touché un peu aux limites administratives, c'est difficile, hein, de revenir en arrière, même si je pense qu'on aurait tout à gagner. C'est personnel. Bonjour à tous. Je vais avoir une question qui est très courte. Est-ce que l'avenir des petites lignes de train ne passerait pas par être un tramway avec une bonne intégration urbaine ? Je pense notamment aux nouvelles lignes parisiennes. Et du coup, de ce fait, réserver finalement le RER à ce qui marche, finalement, c'est une ligne à vraie amplitude régionale qui a vocation à desservir notamment des grands pôles quand même. Mais vraiment pour le maillage fin, réserver ça à une forme de tramway urbain. Bah, du coup, c'est ce qui a été fait sur Lyon, hein, avec le train-train de l'Ouest lyonnais. Et d'ailleurs, c'est pourquoi ça a été fait que là-bas, parce que c'est la seule ligne à peu près qui nous reste, sauf Lyon-Trévoux, qui est donc amené à disparaître bientôt, hein. Et toutes les autres, c'est des lignes un peu importantes, hein, parce qu'en plus, nous, on a des axes importants nationaux et européens. Donc, quand on va à Villefranche, on ne va pas que à Villefranche, on va à Dijon, puis on va aussi à Paris. Paris pour le sud. Donc, on ne peut pas mettre des tramways dessus, surtout à la française, quelque chose qui marche plutôt mal, hein. Mélanger les tramways et le ferroviaire et l'urbain, c'est assez compliqué. Et en plus, ça ferait un vrai recul d'offres sur ces parties-là. Mais sur l'Ouest lyonnais, oui, il y a un vrai problème d'intégration et il y a toujours une idée assez répandue qu'il faudrait avoir une liaison avec le T3 et faire une espèce d'intégration de métro un peu métropolitain. Mais c'est un sujet qui n'est plus du tout touché. Et concernant les tram-trains, il y a le premier qui l'a défendu, c'est Jean-Claude Degand dans les années 90 et qui a identifié comme ça à peu près plein de réseaux. Et aujourd'hui, ça s'est un peu près concrétisé en Ile-de-France, mais on a vraiment du mal à le voir ailleurs. À part Mulhouse, on n'a pas de vrai tram-train comme il y a. Alors il y a quelques villes comme Montpellier qui utilisent d'anciennes infrastructures ferroviaires pour utiliser ça comme du tram-train. C'est assez intelligent, ça marche plutôt bien, mais il n'y a pas un développement assez grand et assez fort. Assez traditionnel, hein, vu qu'on ne met pas les moyens, c'est quelque chose qui coûte cher, donc on préfère mettre des bus, par exemple Montpellier, qui fait de la gratuité bientôt, va pas refaire un peu la ligne qui allait jusqu'à Sommières, en tram-train, notamment dans la partie plus urbaine, ce qui est assez dommage, hein, parce qu'il y a tout qui existe pour accueillir ça, mais ça ne sera pas fait parce que manque d'argent et aussi choix politique de faire de la gratuité et peut-être moins de développement de réseau. Non, alors sur Sommières, c'est peut-être pas le meilleur endroit, mais en tout cas sur la partie est de Montpellier, il y a du monde et puis surtout c'est en croissance. Donc, à Lyon, il y a quand même eu quelques succès comme la conversion de la ligne de l'Est par le T3. Ouais. C'est vrai que c'est plus du ferroviaire à proprement parler, mais ça reste un succès pour le maintien d'une capillaire. D'autres questions ? Je suppose j'en avais vu d'autres. Sur les trois lignes, les trois lignes en fait qui vont sur l'ouest lyonnais, il y en a une qui est en réflexion complète, mais bizarrement j'ai l'impression qu'elle est celle de Tassin à Lausanne, qui autrefois allait jusqu'à Saint-Paul, et qui n'est pas électrifiée. C'est un choix de rester sur le diesel ? Oui, c'est un choix qui avait été fait à l'époque. Donc depuis le début, le but c'était que tout l'ouest lyonnais soit desservi par le tram-train, donc électrifié. Et puis il y a eu deux choses. Il y a eu le fait que la SNCF avait dit qu'ils pouvaient faire passer dans le tunnel des Deux Amants tant de trains par heure. Et puis en fait, quand ça a commencé, ils ont dit que c'était pas possible parce qu'il n'était pas à deux voies. Donc en fait, il y a eu une volonté de débrancher suivre vers Lausanne, et donc peut-être que ça n'avait pas tant de sens que ça de
de faire l'électrification et la modernisation. Voilà, donc c'est exploité en navette, il me semble, de Tassin jusqu'à Lausanne. Bon, c'est pas un choix que je trouve ambitieux, mais il y a eu un vrai gros investissement sur l'Ouest lyonnais. Et vu qu'il n'y a pas eu d'intégration avec les TCL et que le projet reste cantonné à Saint-Paul, ce qui sera peut-être pour toujours le cas, on ne sait pas. Vu qu'il n'y a pas pour le moment de tramway pour l'envoyer ailleurs, il n'y a pas non plus la volonté de faire un métro. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose de prévu sur ça. Mis à part la mise à deux voies des deux amants, peut-être que d'après il y aura une électrification, mais en tout cas pour le moment, c'est pas prévu, quoi. C'est dommage, ça fait un vrai... Ouais, je sais, ouais. On n'est pas à ça près. Bonsoir. Je pense qu'en l'occurrence, l'électrification des lignes entre Tassin et Lausanne, alors on a dit que c'était un choix, c'est un choix, mais c'est un choix par défaut. C'est qu'en gros, une électrification et une réfection intégrale de la voie, ça coûte à peu près le même prix. Bon, après, c'est variable suivant le profil de la voie et les conditions plus ou moins urbaines. Mais bon, en gros, on peut prendre très gros ratio d'1,5 million d'euros du kilomètre sur une voie unique. C'est à peu près le même dans les deux cas pour une électrification et pour une réfection de voie. Et en fait, il a fallu choisir, clairement. C'était où on électrifiait une voie dans un état déplorable qui aurait connu des restrictions de circulation et qui un jour aurait dû fermer complètement, ou on refait la voie et on ne l'électrifie pas. Il y a un peu le même cas, ça n'a rien à voir avec Lyon et encore moins avec le RER, mais on a le cas sur une ligne qui est très importante pour le fret en France. C'est la ligne Nevers, Chagny, Dijon. Il est question de l'électrifier depuis très longtemps. Ça traîne, c'est un projet qui traîne depuis une quinzaine d'années. Et puis à force de le faire traîner, la voie qui était déjà dans un état pas top il y a 15 ans, aujourd'hui elle est dans un état déplorable. Donc aujourd'hui elle est arrêtée pour une dizaine de mois parce qu'on l'a refait. Mais du coup on ne l'électrifie pas et c'est même plus à l'ordre du jour. C'est reporté sine die, comme on dit. Je ne connais pas du tout mais c'est assez classique comme développement, comme... Le côté positif, par exemple, du train de l'Ouest lyonnais, c'est que vu que c'est une conception tramway, c'est plus léger, donc ça abîme moins aussi la voie. Donc, je ne sais pas si le choix était le meilleur ou pas. En tous les cas, ça ne change pas énormément de choses tant qu'il n'y a pas une intégration plus forte. Et tant que ce n'est pas un peu traité comme de l'urbain, le fait que ce soit encore du ferroviaire, c'est assez incompréhensible. Mais bon, c'est des choix politiques. Il y a aussi des arbitrages qui doivent être faits, il a aussi raison le monsieur. Ouais. Bon, bonsoir à tous. Je souhaitais apporter un complément dans le même genre des lignes Gare Express qui ont été faites sur le réseau TCL. On a eu la même chose sur le réseau des cars du Rhône qui avait été refait en 2013, justement aussi pour éviter ces concurrences qu'il pouvait y avoir entre le car interurbain et le train. Et en 2013, le réseau avait été repensé justement pour abattre les lignes interurbaines sur certaines gares. Le résultat est ce qu'il est. On a eu une très forte baisse de la fréquentation du réseau des cars du Rhône. C'est un réseau sur lequel j'ai travaillé pendant presque 7 ans. Mais voilà, il y avait une volonté du département au début des années 2010 de rabattre aussi les lignes interurbaines sur les gares, sur le train. Bonjour, merci pour la conférence. C'était très intéressant. Moi, j'avais une question plutôt sur les questions de coût, parce que j'y connais pas grand-chose sur ces questions-là. Et je pense qu'il y a quand même une concurrence qui est celle par rapport au transport en commun, qui est celle de la voiture. Est-ce que tu as pu étudier au cours de ta thèse les investissements qu'on a fait pour la voiture, et même sur ces dernières années, par exemple sous le mandat Wauquiez, VS les investissements qu'on a fait sur notamment le réseau ferroviaire? Alors non, pas du tout. Je me suis vraiment concentré sur l'objet RER métropolitain, simplement par temps, parce que moi je travaille en même temps que je fais une thèse. Je suis fatigué, pour être honnête. Donc je m'arrête là. Néanmoins, j'ai quand même été urbaniste, en partie à l'étranger, mais j'ai pas mal travaillé sur ces thèmes-là. Et dans les faits, même si on s'amuse à comparer le combien a été investi, etc.,
la route coûte excessivement cher. Pourquoi? Parce qu'en fait, le business model fait en sorte que les coûts sont très externalisés. Donc, quand vous utilisez votre voiture, vous payez votre assurance, le coût de votre voiture, etc., etc. Mais vous payez en général très peu les routes, sauf sur autoroute, mais en général c'est plutôt anecdotique. Et donc c'est la collectivité qui paye pour tous. Ce qui n'est pas le cas du ferroviaire. C'est-à-dire que là, c'est un modèle intégré économiquement. Et donc quand vous utilisez un train, on sait précisément combien vous coûtez, quoi. Et d'ailleurs, chose assez intéressante, au niveau des péages, en France, ils sont à peu près de 9 euros, je crois, le kilomètre, quelque chose comme ça. Dans pas mal de pays européens, c'est plutôt 2, 3. Donc en fait, on a des péages qui sont déjà très chers. Et pourquoi ils sont très chers? Parce qu'on a peu de subventions publiques, en fait. Donc en termes coûts, il y a énormément de choses à prendre en compte. C'est assez difficile à calculer. Et la seule chose que je pourrais dire, c'est que le ferroviaire en France n'est pas spécialement pris comme étant prioritaire, en fait. On a une bonne vitrine, hein, le TGV quand même assez international et qui marche honnêtement quand même plutôt bien. C'est aussi un modèle qui est fait pour l'exportation. Et on a beaucoup d'investissements publics qui ont été faits pour ça. D'ailleurs, pendant longtemps, ça a été la SNCF qui a mangé un peu les coûts, hein. C'est pour ça qu'ils avaient une dette tellement énorme qu'on a fallu reprendre une partie. Mais en tout cas, en termes de tarifs, aujourd'hui, je pense qu'en termes de routier ou pas, on doit être à 40% de plus, je dirais, pour le routier. Quelque chose comme ça, au niveau national, hein, je parle, il me semble. Mais on a aussi quelquefois des projets un peu spécifiques comme le Grand Paris Express qui mange 6% des ressources à lui tout seul, en fait. Donc il y a aussi une volonté politique derrière de mettre des financements à un endroit. Parce que quand on a voulu sortir 40 milliards, on les a quand même trouvés, quoi. Donc, je rajoute juste un tout petit commentaire. Le routier, il a des coûts directs, donc en entretien, en impôts, etc. Mais il a aussi des coûts indirects qui sont colossaux, par exemple en pollution de l'air ou en inactivité des gens physiques, quoi, qui dégradent leur santé par rapport à d'autres moyens de transport. Et ça, c'est des coûts qu'on intègre malheureusement assez peu, enfin voire pas du tout, alors qu'ils ont été estimés et qu'en général, c'est absolument colossal. Voilà. C'est des logiques comptables. Bonsoir. Bonsoir. Je vous remercie pour votre présentation. 30 ans qu'on parle d'un projet. 30 ans. Il faudrait commencer un peu comme au rugby, quand on marque l'essai, il faut le transformer. Donc vous avez commencé à parler du RER à la lyonnaise. Aujourd'hui, depuis quelques temps, on a un espacement où les gens s'en vont un peu de la métropole, vont sur le Nord-Isère, côté du Beaujolais, côté du Pilat, Saint-Étienne, côté du Sud. On parle maintenant de déplacement sur l'aire métropolitain pour travailler dans le transport routier. Tous les jours, je suis sur les routes de la région, tous les jours. Aujourd'hui, je me dis, l'étalement urbain, il est présent, et bien présent. On a quand même des gens qui habitent la région lyonnaise et qui descendent travailler tous les jours sur Chambéry, Grenoble, Valence, Saint-Étienne et vice-versa. Tous les jours, j'entends que les trains, que les gens ne prennent pas le train. Pourquoi? Parce que c'est pas fiable. Ils n'arrivent pas à l'heure au boulot. Alors, une fois, votre patron, il dit rien. 2 fois, il grince des dents. 3e fois, il dit, faut prendre un autre moyen, mon gars. Hein, parce que sinon, tu vas aller travailler ailleurs. Et aujourd'hui, on voit des bouchons et des bouchons sur l'entrée de la ville sur la métropole et compagnie. On nous parle de pollution. ZFE, zone franche environnementale. Monsieur, vous ne pourrez plus rentrer, ou madame, avec votre voiture bientôt. Pour venir à votre travail, il faudra une voiture de catégorie comme ça, comme ça, comme ça. Et ça fait 30 ans qu'on a des projets qu'il faut réaliser. Le dédoublement de la voie Lyon-Grenay, mais je dirais même pas Lyon-Grenay, je dirais Lyon-Saint-André-le-Gaz. Lyon-Saint-André-le-Gaz. Alors qu'on fait des bouts de travaux sur des lignes pour gagner du temps, et rien n'est fait. Rien n'est fait. Ça fait des années que rien n'est fait. Où passe notre argent? Où passe cet argent? Monsieur, vous avez parlé de l'île d'Abo. Super sujet. Je suis encore passé il y a quelques temps autour de la gare de l'île d'Abo. Je me dis, c'est un désastre. On a du terrain, on a du foncier. On aurait pu faire des parkings, on aurait pu faire des aires d'aménagement pour faire le rabattement.
Parce qu'aujourd'hui, le train, s'il n'y a pas de rabattement, si on ne va pas chercher les gens, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Moi, je viens d'une région, j'ai grandi dans la région grenobloise, dans le pays du Voironnais, à Rives, si vous connaissez. Oui. Je suis grenoblois aussi de naissance. Voilà, Rives. Il y a 30 ans, on mettait en place la première desserte cadencée, Rives-Grenoble, qu'on appelait ça le laser. Eh bien, on l'a continué jusqu'à JR Campus, qu'on peut utiliser avec le même billet à l'intérieur de Grenoble pour aller à JR. On a fait une grosse erreur sur cette ligne. C'est qu'à un moment, il aurait fallu la continuer sur la plaine de la Bièvre. Il y avait le foncier, la ligne qui allait sur Saint-Rambert-d'Albon. On ne l'a pas fait. Il fallait mettre quelques millions pour aller chercher les gens, parce qu'il y avait un développement qui se créait. Ça n'a pas été fait. Par contre, on a oublié de faire des aménagements, des vrais aménagements. Et aujourd'hui, dans tous ces projets qu'on a, et on en a un exemple typique, dans le coin pas loin, à Saint-Germain-au-Mont-d'Or, où la ligne de train est saturée. Le matin, les gens qui descendent à Saint-Germain-au-Mont-d'Or prendre le train parce qu'ils vont travailler dans le centre-ville de Lyon, ils mettent 12 minutes pour y aller au boulot. 12 minutes. Alors que s'ils prennent la voiture, ils mettent 2 heures. Et bien là, on est en train de faire des aménagements. Un peu, on prend des bouts de foncier à droite, à gauche pour essayer de faire un parking. Alors maintenant, on a des grandes techniques dans le TP. On s'est creusé en profondeur pour pouvoir faire des parkings souterrains. Super, c'est bien. Mais il y a des trucs, dans ces projets il y a 30 ans, je pense que tous nos élus, eh ben, ils auraient dû prendre leurs responsabilités et voir l'avenir. Il y a quelques jours, je lisais un article que le président du Conseil général de l'Isère était pour qu'on réouvre la voie du Dauphiné, qui allait à Crémieux, Satolas-Crémieux. Il est prêt à en payer une partie. Quand on voit l'étalement dans ce côté de l'Est, alors qu'on a fait une navette de train qui va jusqu'à Satolas, ben super, il faut qu'on continue, il faut la faire, cette navette. Parce que pendant 30 ans, on va en parler, mais dans 30 ans, ce sera foutu. Parce qu'on aura vendu les propriétés ou passé l'ancienne ligne. Et là, on va parler d'expropriation, de tribunal, de machin, un peu comme le contournement de ferroviaire de l'agglomération lyonnaise. Ça fait 20 ans qu'on en parle, on ne fera rien. On ne peut rien faire, puisqu'on a vendu des terrains à des endroits où le train va passer. Le TGV, mais pour la marchandise. Et la marchandise. Si, et la marchandise. Si, la marchandise, elle repart. Détrompez-vous. La marchandise repart. Ben parce que pourquoi on n'en parle jamais de la marchandise? Parce que dès qu'on parle de faire des aménagements de gare pour que les camions arrivent, c'est des grands banderoles en disant stop à la pollution. Mais bon, il faut peut-être mieux voir passer 100 000 camions qui traversent la ville de Lyon qu'un train. Alors, je ne sais pas si j'ai beaucoup de choses à répondre à ça. Concernant la navette vers Crémieux depuis les voies, il me semble que c'est en réflexion. Je ne sais pas ce qui prévoit de faire soit un BHNS, soit une liaison par tram. Mais il y a un problème, c'est qu'il y a déjà le T3, T7. Il y en a peut-être encore un autre. Ouais. Il devrait s'arrêter à mes yeux. À titre personnel, je ne suis pas convaincu que les pouvoirs publics aient vraiment la volonté de développer le train et de réduire la voiture. À titre personnel, monsieur l'a dit, il y a des tas d'obstacles, de trucs. Je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment une volonté. Bon, mais c'est mon point de vue. C'est un point de vue. Je pense qu'on n'est pas tiré d'affaire sur les questions d'émissions de CO2, tout ça. On est loin d'être tiré d'affaire. Voilà. Bonsoir. Je voudrais poser une question plutôt sur l'organisation et les acteurs, leur jeu de rôle en fait, on va dire. Comment ça se fait que Île-de-France Mobilité arrive, certes ils ont sur le même territoire leur région et leurs compétences côté transport, c'est la même personne, mais comment ça se fait que leurs relations vis-à-vis des acteurs sont différentes aussi? Par exemple, quand ils auditionnent la RATP ou SNCF Réseau, ils en ont tout de suite, pas plus peur, mais
ils ont plus de poids, plus d'incarnation. Et en gros, c'est quasiment, caricaturant un peu, la seule vraie organisation qui arrive à les faire s'asseoir à la table, à leur faire des pressions, des exigences, ce genre de choses-là. Et il n'y a quasiment aucune autre région en France où il y a ces relations qui sont aussi directes. Et ils arrivent pas à imposer leur projet, mais à agir ou communiquer peut-être plus efficacement, concrètement. Alors ma réponse simple, c'est la France, c'est Paris. Et donc en fait, la région Île-de-France à la fois a un état très très présent comparé aux autres, foncièrement, etc., etc. Et à la fois, elle a eu des compétences tout de suite bien plus fortes. Ce qui est en fait assez logique, hein, parce que si on veut essayer de faire quelque chose à un niveau un peu correct, c'était le bon niveau qu'il fallait faire ça tout de suite. Ce qui est assez fou, c'est que ça n'a pas été répliqué par la suite. C'est-à-dire qu'ils ont vu que ça fonctionnait plutôt correctement. Ils ont un pass Navigo où ils sont arrivés à faire ça. Il y a des ex-régions comme le Nord-Pas-de-Calais, ils ont voulu faire pareil depuis les années 70. Hein, c'est pas du tout des choses nouvelles. Quand j'étudie, moi, les projets de RER métropolitain, c'est souvent des projets qui datent en fait de plusieurs dizaines d'années. Presque à chaque fois. Et pourtant, ça n'a jamais été répliqué. Pourquoi ? Parce qu'il y a un manque d'intérêt, très certainement, des pouvoirs parisiens à la décentralisation. Et quand elle a été faite, comparé à nos voisins européens, elle a été faite de manière beaucoup moindre, notamment sur le terme financier. On leur a donné des compétences, mais très peu de pouvoir effectif. Moi, je prends l'exemple de la Catalogne que je connais plutôt bien. Ils ont peut-être 24 milliards de budget par an. Alors, ils n'ont pas les mêmes compétences, bien sûr, ils en ont beaucoup plus, mais n'empêche qu'ils ont un pouvoir financier qui est très élevé, avec un pouvoir d'impôt local élevé. Nous, on n'a pas ça. Donc en fait, c'est une régionalisation qui s'est faite un peu de manière atrophiée, et on n'arrive toujours pas aujourd'hui à faire quelque chose de plus fort. La loi MAPTAM, elle essaye un petit peu de faire un peu modifier ça, mais en se basant sur les métropoles. C'est un peu bizarre. Ça donne quelque chose d'assez atypique, hein, notamment Lyon qui a mangé les compétences, donc, qui est très forte, mais sur un territoire trop petit. C'est très spécifique. Et on n'arrive pas à avoir une espèce de dégagement. Alors, de temps en temps, ça revient un peu sur le devant de la scène. Sous Hollande, ils avaient parlé d'un acte 3 de décentralisation. S'il y avait élection, mais il ne s'est même pas représenté. Donc voilà. Et donc on n'arrive pas à aller vers là, mais il y a quand même quelques initiatives locales. Je prends le cas de Nouvelle-Aquitaine, qui a fait un syndicat mixte, Nouvelle-Aquitaine Mobilité. Alors le but, c'est de coordonner. Ça, c'est la tradition française. Pour éviter d'être coercitif, on fait des instances supplémentaires. Donc l'intercommunalité, qui marche plutôt bien en France, hein, comparé à d'autres pays. Pourquoi ça marche bien ? C'est parce qu'on a voulu conserver notamment des villes, des municipalités très petites. Et si je prends le cas par exemple de la Catalogne, la région, la Generalitat, elle est très présente dans le transport urbain et dans le transport périurbain, parce qu'en fait, dans les instances de gestion, de tarification et même dans les instances qui sont censées développer les schémas de développement d'infrastructures, ils sont majoritaires. Donc en fait, nous, on se refuse totalement à ce qu'il y ait la région et la métropole qui soient présents ensemble, par exemple au Citral. Et vu comment ils fonctionnent entre eux, c'est peut-être mieux. Mais ça, c'est aussi la version française. Oui, déjà, ils n'y arrivent pas, donc si ça se trouve, c'est mieux. Mais si ça se trouve, c'est aussi le contraire, c'est-à-dire que c'est aussi cette volonté de ne pas travailler ensemble et de faire à chaque fois des espèces d'organes supplémentaires ou des espèces d'outils comme le CMT, AML, etc. C'est aussi peut-être à cause de ça qu'ils n'arrivent pas à travailler ensemble, c'est qu'ils ne sont pas habitués à devoir travailler ensemble sur certains sujets. J'ai pas une réponse et je doute que quelqu'un peut en donner une. Merci. Non, j'ai pas de réponse non plus. Mais merci beaucoup pour cette conférence. J'ai manqué le début, je m'en excuse.
Juste peut-être deux points, enfin deux questions et plutôt une question et une remarque. Oui, sur le tunnel des Deux Amants, c'est quoi les échéances? Qu'est-ce qui est prévu du coup? Je n'ai pas trop d'infos. C'est Laurent Wauquiez qui a fait une annonce. Hein, donc, c'est juste une annonce. Hein. Ouais. Oui. Il n'y a rien de très précis, a priori. Non, en plus, ils ont eu un devis. Hein, donc, c'est quand même un peu lancé parce qu'il y a quand même des études. C'est 50 millions et ils ne veulent pas du tout cracher cet argent. Donc, je pense qu'il va y avoir une tentative de faire participer la métropole ou de le faire mettre à un plan quelconque pour arriver à faire diminuer la facture. Parce que c'est déterminant là pour le coup, hein, cet axe-là, pour l'Ouest en tout cas. Et puis l'autre problème, à mon avis, sur le centre-ville, c'est dans l'esprit des gens notamment, tous les aménagements qui ont été faits autour de la gare de la Part-Dieu. On en a parlé dans d'autres conférences ici. En fait, ils paraissent assez gigantesques. Pour les gens, ça a coûté quand même très très cher et ça a été énorme sur plusieurs années et ça n'améliore en rien la desserte et le nœud ferroviaire. C'est quand même assez paradoxal. Les gens peuvent imaginer, enfin si, il y a une voie en plus, mais les gens pouvaient imaginer que justement vous êtes tous ces investissements pour améliorer la desserte du centre-ville, mais dans les faits, ça n'améliore pas beaucoup. Au mieux, ça améliorerait un peu le confort en gare. Oui, voilà. Et le quartier de la Part-Dieu. Oui. Mais sur toutes les problématiques qu'on évoque, pas grand-chose. Non, et d'ailleurs... C'est énorme, le chantier. J'ai un peu parlé donc, au directeur cabinet mobilité de la métropole, qui est un gars super. Et je lui ai parlé notamment du fait que qu'est-ce qu'on fait avec Guillotière Part-Dieu. Et il y avait un peu cette volonté, vraiment à tout prix, de faire un tunnel par Colomb, qui coûte très cher et on sait qu'il n'y a pas d'argent magique à mettre dedans. Mais il y a des images qui existent hein, de la manufacture des tabacs de Lyon 3 où il y avait 5 voies et pas 4. Là où il y a la manufacture des tabacs. Et d'ailleurs, si vous faites attention, quand vous êtes en train dans la tranchée, vous voyez bien qu'à certains moments, il y avait de l'espace pour une voie en plus. Et le plus probable, c'est quand il y a eu la création du boulevard de Tchécoslovaque, en fait, on a mangé sur la SNCF, enfin sur les voies SNCF. Donc, il y a aussi peut-être, et c'est ce que je l'avais dit, il y a des études qui sont à faire, et normalement elles ont été lancées par la métropole de Lyon, sur le fait d'arriver à faire des interventions qui ne passent pas forcément par du deux voies sur tout le long, parce que oui, ça coûte extrêmement cher. Et une chose aussi, c'est, donc moi je travaille juste au nord, en face de la gare de Brotteaux. Je vois les 4 voies hein, qui vont direction nord et est, et en fait c'est pas si encombré que ça. C'est-à-dire, si vous allez en Belgique, à Bruxelles-Midi, c'est assez impressionnant en heure de pointe. Vous avez toutes les 2 minutes un train qui passe sur la même voie. Et ici, ce n'est pas le cas. Et très certainement, il y a un problème technologique. Où, en fait, on pourrait augmenter les cadences encore. Mais ce n'est pas fait parce qu'on n'a pas encore cet équipement qui permettrait d'avoir une meilleure cadence. Cela dit, moi, je n'aime pas trop ces techniques parce que de toute manière, c'est aussi rejeter le problème à plus loin. Si on regarde Nexteo sur Châtelet, Gare du Nord, on voit bien que c'est pas forcément si bien que ça, parce qu'il n'y a pas un saut si important qui peut être fait. Et de toute manière, il faudra faire l'infrastructure un jour. Donc, il faut se poser la question à plutôt 40-50 ans. Et un peu ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est qu'on a un vrai problème de planification et de projection sur des échéances bien plus longues que ça, quoi. Ouais, pour le politique, c'est pas possible pour eux de se projeter sur des périodes comme ça. Ouais. Alors, il y a quand même quelques améliorations. Alors, commissaire au plan, je ne sais pas, hein, ça a l'air d'être un peu une coquille vide quand même. Mais il y a la SNCF qui travaille de manière différente depuis 2018-2020. Ils ont une approche un peu plus prospective. Sur les nœuds ferroviaires, ils communiquent, ils échangent avec les acteurs locaux pour savoir ce qu'ils veulent et ce qu'ils voudront dans le futur. Donc il y a quand même du mieux qui a été fait. Mais si on prend Lyon, c'est assez affligeant de voir que Gérard Collomb, en plus, il voulait une skyline à tout prix. Donc il voulait des tours un peu à la Francfort. Et pourtant, il a laissé, parce que c'est lui qui signait les permis de construire, hein, c'était le maire de Lyon. Donc il a laissé se construire au bord des voies de chemin de fer les immeubles, d'ailleurs que ça soit été développé par SNCF, donc il s'est fait de l'argent dessus. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait si on veut faire une augmentation capacitaire où on fait la gare souterraine, quoi, maintenant qu'on a construit partout autour? C'est assez affligeant. Ouais. Non, j'ai pas de réponse. Je rends le micro, mais
Il faut savoir que la Pardieu a moins de voies quai que Perrache, mais moins, 5 ou 6 de moins quand même. Donc ça fait une sacrée différence. Voilà. Et puis pour donner quelques indications, effectivement, le quadruplement au sud de la Pardieu date des années 40-41. Et les sauts de mouton quadruplement au nord de la Pardieu, c'est des travaux qui remontent aux années 30. Ça va bientôt faire un siècle que la situation n'a pas changé sur ce côté-là. Du moins dans les grandes infrastructures. Je reviens sur le tunnel des Deux Amants. Il y a quelques années, à l'époque où Kéran était aux manettes, on avait réfléchi à doubler sous le tunnel des Deux Amants. Et il y avait deux tarifs. Soit c'était un croisement, excusez-moi, je fais une fixette là-dessus, d'un électrique et d'un diesel. C'était beaucoup plus cher, parce que c'était plus large, parce qu'il fallait que ce soit plus large. Et soit le croisement de deux électriques. Donc j'espère qu'il a choisi l'option diesel, la plus chère, au lieu d'électrifier la Lausanne-Saint-Paul, Lyon-Saint-Paul, qui s'appelle toujours Lausanne-Lyon-Saint-Paul, alors qu'elle s'arrête à Tassin, ce qui est une belle aberration. Enfin. Alors, bonsoir. Contrairement, quand monsieur, vous me dites que le fret est en chute libre, le fret ferroviaire, aujourd'hui, il y a quand même 8 gros transporteurs français qui se sont mis autour de la table et qui sont en train de créer un réseau où il y a les transports, le groupe LAE qui est leader en Bretagne, le groupe MGE qui est leader sur l'Alsace-Lorraine, le groupe DUPC qui est leader sur la région Rhône-Alpes, et puis il y en a encore plusieurs qui sont en train de remettre des liaisons ferroviaires à eux, ensemble, qui travaillent ensemble. Donc, pour vous citer le groupe du PC, dont un de ses premiers clients sont les Eaux d'Évian et qui est implanté sur la zone de 59 à Ladier, pour éviter de faire rouler trop de camions, parce qu'aujourd'hui, ça a des coûts, faire rouler des camions, se sont remis à travailler sur des liaisons de caisses mobiles. Donc, notamment le groupe LAE, depuis quelques années, qui fait une liaison Lyon-Mâcon-Rennes, tous les jours, et dans le sens aller-retour. On avait recréé il y a encore quelques années, et il y a 6 liaisons par jour qui transitent par Lyon, qui sont la ligne Bétambourg au Luxembourg, Perpignan, je dis Perpignan, mais en fait, c'est Le Boulou, la frontière espagnole. Moi j'habite le quartier de l'industrie à Vèze. Je vois le train régulièrement passer et tous les jours, le train est complet de caisses mobiles. Ça veut dire vachement moins de camions sur les routes, hein, à l'aller et au retour. Et il y a de plus en plus de transporteurs qui font de la caisse mobile, hein, des gros transporteurs. On en a de plus en plus et on verra de moins en moins de camions. Parce qu'aujourd'hui, ça coûte cher. Hein, et quand on parle de ça, et même au départ de Lyon, on a des liaisons pour faire descendre nos containers au départ de Vénissieux sur Marseille qu'on utilise de plus en plus, sur Rotterdam, sur Anvers, excusez-moi, on a une liaison Lyon-Anvers qui est presque quotidienne et dans les deux sens où on met du container et de la caisse mobile. La technique de mettre la remorque entière comme sur le Eton Orbassano-Eton, on aimerait bien que ça arrive jusqu'aux portes de Lyon parce qu'on gagnerait un temps fou et que ça descende un peu plus bas en Italie. On gagnerait un temps fou, hein, parce que on ne passerait pas le tunnel du Fréjus, on n'encombrerait pas des vallées. Notamment, on est classé en fret quand on parle mettre le camion. Et s'il y a 8 gros transporteurs qui se sont mis sur la table et qui ont pondu quelque chose et qui est en train de se réaliser, c'est que bien qu'il y a quelque chose qui va se passer. Il y a notamment un grand groupe auvergnat qui a créé des lignes, notamment pour la verrerie, qui est le groupe Combronde, mais eux, ils utilisent aussi du fluvial. Attention, maintenant, ils utilisent les deux, et je pense qu'on verra de moins en moins de camions sur les routes. Des réactions ou d'autres questions? Bonjour, une petite question sur déjà les capacités actuelles, parce qu'on a beaucoup parlé des nécessités de développement, mais quand on étudie un peu les fiches horaires des lignes TER autour du centre-ville, on voit qu'il y a quand même quelques réserves de capacité. Par exemple,
sur Lyon-Saint-Paul-Brignais, il y a un trou de 2 heures entre 9 et 11 heures. Entre Lyon et Vienne, sur les interurbains, enfin sur le périurbain, on va trouver des trous d'1 heure et demie, 2 heures dans le cadencement en pleine journée. Sans parler encore d'augmenter la fréquence en heure de pointe, qui nécessite effectivement a priori des gros investissements en termes d'infrastructure. Est-ce qu'il y a déjà quand même pas de grosse marge de progression sur le réseau existant et avec le matériel roulant existant et le personnel existant? Alors, je pense que pour répondre à ça, je reprendrai ce que m'a dit un peu la madame ferroviaire de la métropole, qui m'a dit, mais en fait, on fait déjà un RER, sauf qu'on n'a pas d'intégration tarifaire, on n'a pas des horaires aussi larges, on a des trous entre... Et en fait, elle faisait un peu la liste de tout ce qui faisait que c'était pas un RER. Et en fait, c'est un des problèmes qu'il y a et qui existe. En 2012, possiblement, parce que je crois que je venais d'arriver à la fac, ils avaient fait le cadencement un peu sur toutes les lignes. Donc quand on allait à Valence, on savait qu'à 9h20, 10h20, 11h20, on allait avoir un train pour aller au sud, etc. Sauf qu'en fait, ça a été au fur et à mesure enlevé par des mesures d'économie, essayer d'enlever quelques coups à droite à gauche. Et donc on arrive à des énormes trous. Alors, effectivement, un des moyens de faire en sorte de rendre les services attractifs, c'est de bosser sur et le cadencement et sur les amplitudes horaires, etc. Et donc c'est tout à fait possible de le faire maintenant. Et même il existe des lignes où il y a encore énormément de possibilités d'amélioration sur PRH Givors. Bon, mis à part aux heures de pointe, et même aux heures de pointe, il doit y en avoir 2 par heure. C'est pas normal qu'il y en ait pas un toutes les 15 minutes, quoi. C'est super urbanisé autour. Et c'est ça un peu partout d'ailleurs. Sur certaines liaisons, c'est un peu plus normal. Par exemple, je pense la ligne qui va vers l'Ain, vers Ambérieux, c'est un peu plus difficile. Il n'y a pas de voie d'évitement. Déjà, si on aurait des voies d'évitement, ça permettrait de faire quelque chose de mieux. Mais en tout cas, sur une grande partie du réseau, on peut faire bien sûr mieux avec ce qu'il y a en ce moment. C'est d'ailleurs ce que les écologistes souhaitent. Mais ça demande un certain investissement. Et probablement que quand il va y avoir les lots ferroviaires qui vont être attribués, il va très certainement avoir un travail qui va être fait dessus. Après, un travail, ça ne veut pas dire que ce sera génial. Mais effectivement, c'est là où on peut aller chercher des améliorations avant de faire des investissements absolument énormes. Voilà. Bon, alors c'est moi qui termine. C'est une question taquine pour finir. Finalement, est-ce que les difficultés qu'on a avec ces projets de RER, qui sont finalement un certain désintérêt de certains politiques, c'est pas lié au fait que ce soit pas forcément leur mode de transport usité au quotidien? Est-ce que nos politiques utilisent le train finalement, et est-ce que dans les pays où ils l'utilisent, ça se passe mieux? Ouf. Alors c'est la même question que je me suis fait à la fac. Donc moi j'ai fait Sciences Po, mais j'étais à Bron la 2e année. Et il y a Gérard Collomb qui a dit on va continuer le tramway parce que ça marche super bien. Je me suis dit il a jamais pris le tramway, c'est pas possible. Et en fait, voilà exactement. Il le prenait les jours de l'inauguration, puis après c'était fini. C'est assez général, hein. Je sais pas si en Allemagne. Il y a un petit truc un peu d'exemple un peu plus fort, peut-être dans les pays germaniques et anglo-saxons. Donc peut-être qu'ils prennent un peu d'avantage, mais j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui peut-être c'est un facteur, mais c'est général en fait. Hein. C'est pas spécifique au ferroviaire, mais effectivement. D'ailleurs, si on peut voir pourquoi ça existe à Paris, c'est parce que ça a été un problème, les déplacements, pour l'élite parisienne. Et c'est là où on a dit qu'il fallait faire quelque chose. Pareil pour les émeutes urbaines. Si vous regardez, les émeutes urbaines sont très souvent été lyonnaises, hein, Vaux-en-Velin, Vénissieux dans les années 80. Et on a commencé vraiment à se poser des questions en 2005, quand c'était à Paris qu'il y a eu des émeutes urbaines. Ça, c'est un peu toute l'histoire française. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que donc là, en ce moment, je suis en train de faire un document, c'est interne à mon entreprise, sur les dessertes fines du territoire. Et il y a la volonté de faire un peu passer ces lignes aux régions, bien sûr d'un point de vue financier, mais aussi pour la gestion. Pourquoi ? Parce que quand on est local, eh ben, on a aussi une vision un peu pleine et entière du territoire, et on peut savoir un peu plus quoi mettre derrière, et notamment qu'est-ce qui pourrait fonctionner. Et ils prennent comme exemple le tram-train de l'Est lyonnais, ou ce genre de lignes qui sont un peu spécifiques.
pour montrer qu'on a réussi à faire augmenter vraiment le nombre de voyageurs. Donc en effet, déjà une vision un peu plus locale peut parfois aider. Et est-ce que le fait qu'ils ne le prennent pas fait en sorte qu'il n'y ait pas d'investissement? Oui, très certainement. Mais c'est assez général, je pense, pour la politique. C'est comme le chômage, c'est un problème quand leurs enfants ont peut-être un problème à trouver du travail, quoi. Pareil pour le logement. Clairement, voilà. Moi, c'est ma première spécialité, c'est le logement. Sous Macron, la politique du logement, c'est pas que les 5 € d'appel en moins, en fait. Ça, c'est ce qui est visible. Hein. C'est normal que c'est fait jaser, mais c'est qu'en même temps, il baissait l'investissement dans le logement, alors qu'on a une crise du logement qui est sans précédent. C'est totalement contre-cyclique, en fait. Oui, exactement. Et on attend tous aussi, d'ailleurs, une baisse des prix de l'immobilier. Parce qu'en fait, au niveau de nos budgets personnels, ça nous impacte tous. Et pourtant, on n'y est pas du tout. Et ce qui amène à la carte que vous avez ici, où en fait, on a quelque chose qui est irrespirable pour tout le monde. Voilà. Bon, on va en rester là pour ce soir. Merci Tristan pour cette conférence très intéressante. Merci aux archives pour leur accueil et merci au public pour l'écoute et les questions nombreuses. Merci beaucoup, à bientôt.